Bonjour à tous. On va maintenant débuter ce webinaire. Bienvenue à Intersectionnalité entre francophonie et LGBTQ, l'affirmation des franco-queer. J'ai avec moi M. M, c'est quoi ton nom de famille? Lamache. Lamache. M. Lamache. Excusez-moi, M. Lamache et Émilie Duchesne qui vont présenter cette formation. Je vais les laisser se présenter plus tard au courant de la formation. J'aimerais vous partager quelques petits détails techniques. Si jamais vous avez de la difficulté à m'entendre ou si jamais vous aimeriez poser une question, vous pouvez le faire via l'option Q&A qui se trouve au bas de votre écran et les questions seront adressées à la fin. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet et M et Émilie, je vous passe la parole. D'accord. Donc, on va se présenter un peu plus tard dans la présentation parce qu'on a une partie spécifiquement pour ça. Donc, je vais juste présenter la présentation. Donc, nous allons parler de l'intersectionnalité entre la francophonie et la communauté LGBTQ, donc l'affirmation des franco-queer. Nous allons revoir les droits de la jeunesse albertaine, surtout que ça vient juste de changer. Le rôle de LGA dans ce domaine en tant qu'organisme par et pour les jeunes, comprendre la différence entre le genre et le sexe, donc la terminologie, explorer l'intersectionnalité spécifiquement entre la communauté LGBTQ et la communauté francophone, et on va aller comprendre l'expérience des adultes franco-queer. Donc, dans le cadre de cette présentation, ça va être moi-même et Émilie. Et ensuite, nous allons répondre à vos questions. Donc, je veux juste dire que toutes les questions sont ouvertes. Il n'y a pas de questions taboues. On est vraiment là pour vous. Si vous êtes curieux, let it rip. Allez-y. Cool. Moi, j'aimerais ça commencer avant de commencer notre présentation, juste de reconnaître que FGA reconnaît respectueusement que nous sommes situés sur les territoires du traité 6, l'État traditionnel des Premières Nations et des Métis. Donc, on trouve que c'est super important de faire cette reconnaissance-là et on tenait à le faire avant de commencer notre présentation. Donc, nous allons commencer un peu par vous parler des lois albertaines et des droits humains, un peu dans les dernières 3 années, parce qu'il y a quand même un trajet historique assez long, mais nous, on va concentrer sur les 3 dernières années. Donc, le 19 mars 2015, le gouvernement albertain amende le Alberta Education Act. Cet amendement permet aux étudiants de former des alliances gays-hétéros dans leurs écoles. Ceci a été mis en place par le gouvernement conservateur dans le temps. Il est important de savoir que n'importe quel élève ait un besoin ou un désir de commencer une alliance gay-hétéro dans leurs écoles sont protégés sous cette loi. Donc, les écoles doivent absolument supporter cet élève dans leur possible et de les écouter. Et ils sont protégés sous la loi. Donc, en décembre 2015, l'Alberta ajoute l'identité du genre et l'expression du genre au Alberta Human Rights Act. Et en janvier 2016, Alberta Education détermine les directives pour la création de politiques d'inclusion sur l'orientation sexuelle et l'identité du genre. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est que les conseils scolaires ont dû... attends une minute. Les conseils scolaires ont eu jusqu'en mars 2016 pour élaborer leur politique. Ceci les forçait à mettre en place des politiques dans leurs écoles qui devraient promouvoir la création d'un espace sécuritaire dans leurs écoles. Je vais juste prendre une petite seconde pour expliquer c'est quoi un espace sécuritaire, parce que c'est pas tout le monde qui le sait. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est un espace où les gens, souvent c'est un espace physique, donc un espace physique où les gens peuvent aller et où on établit des règles d'art telles que le respect et la confidentialité. Un mot que j'ai tout le temps de la misère à dire, qui est très important quand on parle de jeunes LGBTQ qui commencent à se questionner ou cherchent du support là-dedans. Donc, pourquoi est-ce que FGA a créé ce projet? Donc, FGA a commencé ce projet en réaction aux demandes de la jeunesse francophone. Pendant le Goaga, je ne me rappelle pas quelle année, mais il y a eu un Goaga aussi, un jeune qui s'est levé pour mettre en lumière le sujet de
les alliances qui étaient dans les écoles et cherchait du support de FJA pour faire ceci. Il voulait aussi créer des milieux respectueux, bienveillants, sécuritaires et inclusifs. Et il voulait le support de FJA pour tout ça. Ensuite, suite à cela, le comité AAH fut créé à FJA. Donc, c'est un comité consultatif créé de jeunes franco-queer comme moi et Emmett et plein d'autres franco-queer, franco-albertains, à aider à consulter sur cette cause et à avancer le projet. La création des AAH dans les écoles ont ceci comme but. Donc, augmenter le niveau de confort des élèves et leur sens de sécurité et de respect à l'école. Améliorer le sentiment d'appartenance à la communauté scolaire et francophone. Et ce qui veut dire que ceci pose un impact positif sur le rendement scolaire des élèves, en plus des relations interpersonnelles à l'école et à la maison. Il faut... Ah oui. Notre comité AH a comme établi plein de ressources pour ceci. Un de nos gros projets fut de consulter sur notre livret ici, qu'on offre à toutes les écoles, que Emma a fait le beau design. Donc, c'est comme une trousse pour les écoles qui peuvent prendre et apprendre un petit peu comment on crée les alliances, quelles sortes d'alliances les écoles ont besoin. Donc, il y a plusieurs différentes choses qu'ils peuvent faire. Ça peut être des alliances militantes, ça peut être des alliances sociales ou de soutien. Yeah, c'est ça. Je vais céder la parole à Emmett. J'attendais mon tour pour tousser. Ouais, je me sens mieux maintenant. OK, fait que là, on va passer au genderbread. C'est le petit bonhomme qu'on utilise pour expliquer un peu la différence entre, comme vous pouvez voir, l'identité de genre, l'expression de genre, l'attirance ou l'orientation sexuelle et le sexe assigné à la naissance. Donc, je vais juste expliquer un peu des trucs assez rapidement. L'identité de genre, c'est séparé du sexe assigné à la naissance. Donc, pour le sexe assigné à la naissance, c'est vraiment avec les chromosomes et les organes sexuels primaires et secondaires. C'est avec ça que les docteurs vont assigner un sexe à ta naissance. Donc, il y a mâle, femelle ou intersexe. Ensuite, l'identité de genre, c'est juste toi-même, avec quel genre tu t'associes. Donc, quelqu'un peut être assigné mâle et son identité de genre peut être femelle, etc. Donc, il y a beaucoup de fluidité dans l'identité de genre. Ensuite, l'expression de genre peut avoir à faire avec l'identité et peut avoir à faire avec le sexe assigné, mais ça peut être aussi très différent. Un exemple que j'aime bien donner, c'est peut-être une femme qui, son identité de genre est en tant que femme, mais elle aime s'habiller plus masculin. Donc, son expression de genre sera masculin, mais son identité de genre est féminin et son sexe est femelle. Ensuite, on a tout l'aspect orientation ou attirance sexuelle. Donc, on fait une différence entre l'attirance et l'orientation parce qu'il y a le côté orientation sexuelle, c'est vraiment la personne qui m'attire de manière sexuelle. Il y a aussi une attirance qui est plus romantique. Donc, ça peut être, il y a les termes qui sortent comme homosexuel, bisexuel, pansexuel, hétérosexuel, etc. qui va avec l'attirance sexuelle. Il y avait d'autres choses que tu voulais dire là-dessus? Je pense qu'avec tout ça, c'est important de souligner que comme toutes ces affaires-là sont pas statiques. Donc, l'identité du genre, l'attirance, l'orientation, l'expression même, c'est pas des choses qui sont statiques, c'est des choses qui sont fluides. Donc, chaque personne va avoir un différent trajet, puis ça peut changer à tout moment. Donc, absolument. Je pense que utiliser les mots pour se décrire devrait plus servir comme un guide plutôt qu'un absolu. Ça a vraiment la possibilité d'évoluer tout en évoluant en tant que personne. Tout le reste peut évoluer aussi après. C'est important de respecter le trajet de chaque individu. Exactement. Yeah. OK. Les mots-clés. Prochain, donc les mots-clés. On en a souligné une couple ici parce que c'est vraiment le mot qu'on voit souvent, c'est LGBTQ+. Donc, L, c'est pour lesbienne, donc une femme qui est attirée envers les femmes. Gay, c'est un homme qui est attiré envers les hommes. Transgenre, ça a à voir avec
le genre et le sexe. Donc, une personne qui est assignée à la naissance d'un certain sexe, qui va vouloir transitionner dans le genre opposé. Ensuite, queer, c'est allosexuel en français. Ça englobe tout. Ça, c'est un terme avec lequel il faut faire un petit peu attention si on est à l'extérieur de la communauté, juste parce que c'était un terme péjoratif pendant une longue période de temps, puis c'est en train de se faire réapproprier par la communauté LGBTQ. Mais en général, c'est un terme qui offre beaucoup d'espace à l'exploration parce que ça englobe vraiment tout ce qui a à voir avec l'identité de genre, l'orientation sexuelle, etc. Ensuite, le petit plus qu'on voit tout le temps à la fin, ça englobe tout le reste. Donc, il y a des personnes asexuées ou asexuelles, donc ils n'ont pas vraiment d'attirance sexuelle envers quelqu'un ou une attirance sexuelle minime. Il y a deux esprits qui est la communauté autochtone des Premières Nations. Pansexuel, c'est attirer à tout le monde, peu importe leur identité de genre ou leur sexe. Et en parlant de ce mot, je voulais faire une petite parenthèse parce qu'une des questions qu'on reçoit souvent, c'est quoi la différence entre être bisexuel et pansexuel. Donc, bisexuel, dans le mot, il y a bi, qui veut dire deux. Ces deux choses peuvent être un homme et une femme, peut être un homme et une personne non binaire. Ça ne dérange pas qu'est-ce que c'est vraiment être attiré à deux genres différents ou deux identités de genre différentes. Tandis que pansexuel, c'est vraiment plutôt la personne plus que leur identité de genre. Donc, ça peut être n'importe qui. Et puis, aromantique, c'est ne pas être attiré envers des personnes de manière romantique. Donc, ils peuvent être attirés envers des personnes de manière sexuelle, mais pas romantique. Et donc, ces définitions-là sont des termes qui sont uniques à l'individu et à leur propre expérience vis-à-vis de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Donc, si quelqu'un te dit « je suis lesbienne », vous pouvez toujours leur demander « juste laisse-moi savoir ce que ça veut dire exactement pour toi pour qu'on soit sur la même longueur d'onde ». Oui. Donc, si vous avez des questions sur ces mots-clés-là, là, c'est le temps de les poser dans notre petite machine, là, puis nous, on va toutes les répondre. On est là pour les répondre. On n'est pas juste là pour la partie. Non. Donc, l'intersectionnalité de l'identité francophone et l'identité LGBTQ+. J'ai pris mon temps. Il faut prendre son temps avec les gros mots. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est un peu vous donner une idée de ce qu'on fait quand on rentre dans les écoles. Donc, notre comité a été formé par Gris Montréal, Montréal Gris, je sais jamais. Gris Montréal, novembre dernier, à faire des sessions dans les écoles pour un peu démystifier l'homosexualité et la bisexualité et toute l'acronyme qui vient avec. Donc, quand on rentre dans les écoles, la manière que ça fonctionne habituellement, c'est qu'on s'introduit, puis après ça, c'est une période libre de questions. Ici, on a comme deux questions qu'on va répondre suite à notre introduction, mais on voulait juste vous donner un aperçu de ce que notre comité fait en rentrant dans les écoles, un peu en vous donnant notre présentation style Gris Montréal. Je ne sais pas si tu veux commencer avec ça. OK. Je vais débuter. Donc, vraiment, comme Émilie a dit, ce serait comme ça que quand on va dans les écoles, qu'on commencerait les présentations. Puis c'est pour vraiment créer un lien avec les jeunes, plus d'empathie envers la personne qui parle, pour qu'ils se rendent compte, hey, on connaît quelqu'un comme ça, c'est pas juste un concept, c'est vraiment une personne. C'est important comment tu commences de vous expliquer que quand on fait ces présentations-là, on ne présente pas, on ne répond pas les questions des jeunes avec des faits nécessairement ou des statistiques ou quoi que ce soit. C'est vraiment des histoires qui viennent de nous autres. Donc, notre comité arrive avec tout notre bagage, puis on débarque, puis on se donne vraiment à répondre à ces questions-là avec notre vécu, ce qui met en valeur le point qu'on a dit tantôt, que chaque personne dans cette communauté a leur propre vécu et a leur propre sens de ce que ça veut dire de faire partie de la communauté queer ou franco-queer pour nous autres, ce qui est très spécifique. Exactement. Donc, je vais y aller. Mon nom, c'est M. Lamarche. J'utilise les noms Émilie ou Emmett. Pour ça, beaucoup de monde m'appelle M. C'est plus facile.
J'ai 24 ans, je viens juste de graduer de NAEP en Personal Fitness Training. Je travaille maintenant à Bliss Conditioning. Je fais beaucoup de travail pour créer des safe spaces pour la communauté LGBTQ en dehors de l'industrie du fitness, de l'exercice. Puis je veux aussi créer des group training sessions pour les personnes LGBTQ, spécifiquement pour les personnes transgenres et non-binaires. J'ai aussi ma propre compagnie de graphisme. Comme Émilie l'a dit, c'est moi qui ai créé les pieds d'ici. Shameless. Et la bannière en arrière. Et la bannière, c'est vrai. J'avais oublié qu'il y avait la bannière en arrière. Je suis genderqueer, de genre neutre. Je me considère un peu plus androgyne. Et puis, je prends la testostérone tout de suite, qui est vraiment excitant, pour avoir de l'air plus neutre dans mon genre neutre. C'est que je ne veux pas transitionner. Je veux juste que les personnes me regardent et qu'ils soient vraiment confus. Mon orientation sexuelle, je m'appelle queer. Je suis plutôt attirée envers des femmes et des personnes vraiment féminines, mais puisque je ne m'identifie pas en tant que femme, j'aime pas vraiment le terme lesbienne, donc here it is. Ce que je fais dans la vie, comme j'ai dit, je suis un personal fitness trainer, donc je fais beaucoup de travail là-dedans. Je travaille avec LGA dans le comité AAH, donc les franco-queer. Tout de suite, on est en train de planifier la parade gay ici à Edmonton. Ça va être la première fois que des francophones sont représentés dans la parade. Fait qu'on a passé tout le matin à faire des bannières. Venez nous voir le 10 juin. Venez célébrer avec nous. C'est vraiment le fun. Mettez vos ceintures fléchées, Yeah. les fleurs de lys, tout. Ça va être vraiment cool. Mon expérience de coming out, en fait, j'ai fait 2 coming out. Mon premier coming out était mon orientation sexuelle. Au début, je pensais que j'étais bisexuelle. Je ne suis pas bisexuelle. C'était la première chose avec laquelle je me suis identifiée. C'était comme le stepping stone. Une fois que j'ai eu la chance de sortir avec une fille et d'explorer un peu plus, je me suis rendu compte que je suis vraiment attirée envers les femmes plutôt que les hommes. C'est très, très rare que je suis attirée envers un homme. Donc maintenant, je m'identifie en tant que queer. J'avais à peu près 18 ans quand je suis sortie du placard à mes parents. Puis c'était vraiment drôle parce que, voici comment ça arrive. Donc j'avais une fille qui venait comme à chaque fin de semaine. Puis on a commencé à sortir ensemble. Puis j'étais comme, I guess j'aimerais dire à mes parents. So, mes parents étaient assis en train de regarder une émission de TV. Puis j'étais comme, hey, so la fille qui vient dormir comme à chaque fin de semaine, on sort ensemble. Puis ils sont comme, OK. And that was it. That's it. C'est mon histoire. Fait que mon coming out, je pense, avec mon orientation sexuelle, je veux dire, le monde n'était pas surpris. Sortir du placard, ils sont comme, yeah, OK, what's new? Par contre, sortir du placard pour mon identité de genre a été un peu plus difficile. Et c'est encore la chose qui est la plus confusante pour les personnes en général, juste parce que je ne suis pas transgenre, je suis vraiment dans le milieu, puis ça enlève beaucoup de points de repère pour les personnes. Puis ça a pris du temps pour moi de découvrir ça, parce que je me suis toujours identifiée comme étant une personne très masculine. J'étais vraiment tomboy quand j'étais jeune, et puis quand j'ai passé à travers la puberté, j'ai senti la pression de voir l'air très féminin, devenir une femme, mon corps changeait, il y a les hormones. Et puis, c'est vraiment juste une fois que j'ai gradué, puis j'ai eu la chance d'entendre des nouveaux termes, puis d'entendre parler de différentes perspectives quand ça vient à l'identité de genre, que je me suis rendu compte qu'il y avait même quelque chose comme être genderqueer, que c'est quelque chose qui existe, puis il y a des personnes qui font partie de ça, puis qui s'identifient avec ça. Puis là, j'ai eu la chance d'explorer ça un peu plus, puis j'ai vraiment trouvé mon confort là-dedans. C'est ma place confortable. Fait que j'ai fait mon coming out en tant que personne de genre neutre. Oh my God, c'est une couple d'années. Ça fait récent. Il y a à peu près une couple d'années. Puis, j'ai commencé à prendre la testostérone il y a 2 semaines. Fait que, c'est ça, mon trajet. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de support. Mes parents ont toujours eu beaucoup de support pour moi. Mes amis m'ont supporté. Donc, non, moi, je peux pas vraiment me plaindre. Cool. Donc, comme dit au début de la présentation, je m'appelle Émilie Duchesne. J'ai 24 ans.
Je m'identifie en tant que femme. J'utilise les pronoms elle, she, her en anglais. Mon orientation sexuelle, je me dis pansexuelle. Ben, je suis premièrement sortie comme bisexuelle et comme on a dit plus tôt, la fluidité, it's a thing, ça existe. Puis je me retrouve plus dans l'identifiant, I guess, pansexuel. Ce que je fais dans la vie, je suis étudiante en travail social à Grant McEwen depuis une année maintenant à temps partiel. Je travaille avec FJA comme employée pour Équipe Alberta pour Moncton cet été. Je fais aussi beaucoup de travail avec FJA, avec le comité consultatif. Donc, je fais des présentations dans les écoles avec les profs et tout. Et je suis aussi artiste, donc je chante, je fais du théâtre, j'enseigne des petites personnes, des petites jeunes à chanter, puis à être des petits rockstars, puis j'aime vraiment beaucoup ça. Mon coming out, je l'ai fait beaucoup plus tard dans ma vie. It took a while. Puis, I guess, la première fois que j'ai commencé à en parler, c'était peut-être autour de quand j'avais 21, 22 ans. C'était pas mal positif parce que j'étais tout le temps avec mes amis, puis mes amis, c'était comme un groupe très ouvert, donc on s'en parlait, puis c'était une conversation qu'on avait c'était très gentil. Ils sont fins, mes amis. Yeah. Donc, ça, c'est une expérience positive. J'ai dû, par contre, faire le tout ailleurs. Je ne pouvais pas être dans ma propre communauté pour découvrir ça. Donc, mon coming out s'est fait lorsque j'habitais à Montréal. Et quand je suis revenue, c'est là où tout le processus a comme accéléré un peu. Puis, il a fallu que je prenne des grosses décisions. On va répondre à ces questions-là tantôt. Là. Mais c'est ça. Une fois arrivé ici, les gens sont sont gentils. C'est comme ils me supportent. Puis j'ai fait mon coming out à ma mère et à mon père probablement l'été passé. Donc, on peut voir que le processus de coming out, c'est comme un long processus pour des personnes ou comme vite fait pour d'autres. Donc, yeah, ça, c'est mon histoire. Si vous voulez en savoir plus, c'est là où vous pouvez poser des questions. J'aime ça, ouvrir la table à ça, puis dévoiler mon histoire avec les questions des autres. On peut peut-être aller à la question qui est diffusée sur la petite présentation ici pour commencer. Et après ça, on va prendre des questions libres, je crois. Donc, comment est-ce que votre expérience en tant qu'étudiante du système scolaire francophone a affecté votre habilité de découvrir et exprimer votre identité sexuelle et de genre? Je vais commencer avec celle-là. Moi? Non, je vais y aller. OK, vas-y. Parce qu'il y avait deux questions, je sais qu'on peut le breakdown en deux. Yep. Ah, OK. C'est une grosse question. C'est chargé. C'est très chargé comme question. J'ai fait mon coming out une fois que j'ai gradué du système francophone. Une fois que je suis sortie, c'est ça, du système francophone, je suis allée à l'université, j'ai rencontré une nouvelle personne, j'ai appris des nouveaux mots. Je dois admettre que quand moi j'étais au secondaire, l'homosexualité, c'est pas vraiment quelque chose dont on parlait. Donc, j'ai jamais vraiment appris beaucoup là-dessus. Il n'y avait pas beaucoup de personnes out, puis même s'il y avait des personnes, on était comme pas trop sûrs, c'était pas officiel, il n'y avait pas beaucoup en général de support envers les personnes LGBTQ que j'ai trouvé personnellement quand j'étais à l'école. Donc, mon exploration, c'est vraiment tout arrivé une fois que j'ai gradué, puis que je suis sortie de la communauté francophone, qui fait que ça a été très difficile ensuite de mettre les deux ensemble. Puis c'est pour ça que le titre de la présentation, c'est l'intersectionnalité de l'identité francophone et l'identité LGBTQ, parce que cette année, avec le lancement de notre projet AAH, c'est vraiment la première fois qu'on a cette intersectionnalité entre les deux communautés. Il n'y a jamais eu de AAH, les GSA dans les écoles francophones auparavant. Il n'y a jamais eu de présentation par rapport à la diversité sexuelle et de genre. C'est quelque chose de complètement nouveau. Donc, on est en train de défricher le terrain un petit peu, puis ça, c'est difficile, puis c'est épeurant des fois. Puis parfois, on fait des erreurs, mais au moins, on apprend nos erreurs. Mais définitivement, le système scolaire francophone n'a pas du tout contribué à mon exploration personnelle quand ça vient à mon identité de genre et à mon expression sexuelle. Pour moi, c'est un peu les mêmes lignes.
Je me suis jamais posé la question jusqu'à temps que je suis complètement partie. Parce que c'était pas une question qui se posait. Au secondaire, c'est comme, maintenant que je suis sortie and like, c'est tout clair, c'est sûr que je pense à mon expérience au secondaire puis je me dis, oh, ok, cool, il y avait des signes là. Mais avoir passé à travers du système scolaire francophone, il n'y a jamais eu vraiment de modèle ou de vocabulaire ou quoi que ce soit pour m'aider dans ce cheminement-là, qui aurait été vraiment un atout. Et c'est pour ça que nous autres, on se met out there pour que cette expérience-là soit plus positive pour les étudiants qui sont présentement dans nos écoles francophones. J'ai, un peu comme Emmett, dû vraiment me retirer ou attendre à ce que je gradue pour commencer mon exploration, mon questionnement. Mais surtout, le fait qu'il fallait que je me retire complètement de la communauté pour pouvoir faire l'introspection, puis me poser des questions, puis me donner la permission d'explorer toute cette question. Parce que, surtout, j'étais quelqu'un qui était très impliqué dans la communauté, je le suis toujours. Puis ça, c'était vraiment difficile de se laisser changer dans une communauté qui semble très bien te connaître. Donc ça, c'est un super de gros défi pour n'importe qui. Ouais, c'est bon. Puis c'était vraiment un défi, I guess ça va plus dans la deuxième question, but on peut juste comme vas-y. Chat about it. C'est surtout un défi parce que je veux pas avoir à choisir. Donc, la grosse affaire pour nous autres dans notre comité, puis une discussion qu'on a de plus en plus, c'est le fait que pour se sentir bien dans notre peau avec notre identité sexuelle, notre identité du genre, on a dû complètement se retirer de notre communauté. Et c'est pas quelque chose qu'on veut faire. Parce que, surtout pour quelqu'un comme moi, où j'ai été constamment bénévole dans la communauté, membre de plein d'organismes, je voulais pas me retirer pour le faire, mais c'était un besoin. Donc, notre but là-dedans, c'est de unir notre langue et notre fierté pour vraiment créer une communauté francophone et pour nous autres, queer, franco-queer, qui est confortable pour nous autres, puis qu'on puisse se sentir confortable à vivre les deux, parce que je pense que pour toutes les personnes dans notre comité et pour moi, personnellement, c'est quelque chose qui est important que je puisse être francophone et pouvoir être francophone en étant moi-même. Donc, yeah. Oui, je pense qu'un bon point que tu as amené, c'est qu'on est une petite communauté. Donc, souvent, on se connaît tous, puis on se connaît depuis qu'on est vraiment jeune. Et donc, d'évoluer à l'intérieur de ça, surtout quand ça vient à l'identité de genre ou l'orientation sexuelle, qui est quelque chose dont on ne parle pas vraiment, Non. et un gros challenge. C'est très difficile. Puis, d'avoir eu besoin de faire le choix entre la communauté francophone et notre propre identité, c'est toi-même. C'est pas quelque chose qui est changeable. C'est comme mon orientation sexuelle et mon identité de genre. Et c'est quelque chose qui fait partie de moi. Comme c'est moi, je peux pas faire le choix d'ignorer ça. C'est pas fait d'avoir besoin de quitter la communauté francophone, c'est extrêmement difficile parce que, en tout cas pour moi, la francophonie, c'est extrêmement important. Très, très, très important. Puis j'ai beaucoup de fierté envers ma langue et ma culture. Et la place que j'ai là-dedans, et on a besoin de créer de l'espace pour les différences à l'intérieur de notre communauté. Et puis ça va aussi avec les différences pour les minorités sexuelles et de genre. Donc, j'espère maintenant qu'on est de retour en voyage, qu'on sera capable de faire un petit peu de différence, puis d'aider à expliquer des trucs qui sont peut-être difficiles à expliquer, puis à faire ce chemin avec les personnes, puis être là pour supporter les personnes qui en ont besoin, parce qu'on est vraiment là pour vous. On est là pour la jeunesse. On est là pour les personnes qui sont en questionnement. On est là pour les personnes qui ont juste des questions. On est là pour tout le monde qui veulent en apprendre plus et qui veulent se sentir confortables à l'intérieur de leur identité francophone et leur identité queer, quelle qu'elle soit, ou même en tant qu'allié, peu importe. C'est vraiment ça qui était notre but, d'unir les deux d'une manière qui est confortable pour tout le monde. C'est comme n'importe quoi. C'est comme
si nous autres, on est capable de vous transmettre de l'information pour en savoir plus, c'est bien, ça vient des deux côtés. T'sais, nous autres, on donne ça, puis on espère recevoir de façon positive. Mais c'est juste vraiment en donnant l'information qu'on peut commencer à établir cette relation-là. J'aime ça raconter l'histoire de quand je suis revenue du Québec, parce que j'étais sortie du placard, I guess, comme pas mal ouvertement au Québec. Puis quand je suis revenue ici, je travaillais au Café Bicyclette. Puis on me demande souvent la question, tu sais, comme, comment t'as fait pour revenir puis faire ton coming out quand tu travailles dans la communauté francophone right là. Puis je dis souvent que, non, c'est pas facile parce qu'il a fallu que je fasse mon coming out peut-être comme 60 fois dans une semaine. C'est comme, Émilie, comment ça va? Ah oui, ça va bien, tu sais. Puis tu revisites ça, puis c'est un choix qu'il faut faire. C'est pas facile de décider entre les deux. C'est pas facile d'être assez courageux pour les combiner. Puis on rencontre beaucoup de questionnements, beaucoup de I don't know what this is called, mais comme il y a des gens qui hésitent, il y a des gens qui le voient d'une différente façon, mais on le fait parce que c'est important. Puis on le fait parce que nous autres, on a la confiance de le faire, mais c'est pas tout le monde qui a la confiance de le faire. Puis on a tous fait le choix dans le comité de prendre ce risque-là, puis de foncer parce que c'est important, puis parce qu'on veut donner l'expérience à tous les gens qui s'identifieraient possiblement à la communauté franco-queer de pouvoir le vivre pleinement en français, ce qui est super important. Yeah. So, on a fait le tour. Yeah, ben de ça, là, il y a quand même une petite question ici. Donc, ça dit j'aimerais bien revenir sur la différence que vous faites entre allosexuel et pansexuel. J'ai cru comprendre que dans les deux cas, ça englobe tout le monde. Merci. OK. Je vois. OK. Donc, entre allosexuel et pansexuel, par exemple, je pense que je me suis peut-être mal exprimée ou c'est pas assez précisément exprimée. Mais allosexuel englobe tout. Donc, là-dedans, on inclut les identités de genre et aussi... Oh! Yeah. J'ai comme oublié qu'on avait un autre slide. Pourquoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que je disais? OK, donc, allosexuel englobe même toutes les orientations sexuelles et toutes les identités de genre. Donc, c'est vraiment tout. Tandis que pansexuel englobe tout, mais juste du côté orientation sexuelle. Donc, mon orientation sexuelle est que j'aime tout le monde. Allosexuel, c'est comme n'importe qui dans la communauté LGBTQ en général. Donc, quelqu'un de pansexuel pourrait dire « je suis allosexuel ». Mais quelqu'un d'allosexuel n'est pas nécessairement pansexuel. J'espère que je me suis exprimée comme du monde. Ouais, je pense que oui. On l'espère. Ça répond pas, renvoie un autre message qui dit moi, je pourrais peut-être juste ajouter que comme la manière que moi je vois la différence aussi, c'est que étant pansexuel, tu vois vraiment comme tu es attiré par la personne, tu n'es pas attiré par nécessairement son sexe ou tu sais comme quoi que ce soit, c'est vraiment la personne, donc il faut créer un lien, puis après ça, le reste roule avec ça, tandis qu'il y a allosexuel ou queer, c'est vraiment comme un identifiant qui englobe tout. Puis qui donne l'espace à ceux-là qui se questionnent ou qui ne croient pas vraiment à se mettre une étiquette tout de suite comme ça, qui croient vraiment, qui s'identifie à la communauté, mais qui ne veut pas nécessairement se dire « Ah, moi, je suis une lesbienne, let's go ». Mais j'aimerais ça appartenir à cette communauté-là, donc j'utilise le mot queer. Oui. Par exemple, en tant que personne genderqueer personnellement, ou personne de genre neutre, je suis allosexuelle, mais mon orientation sexuelle n'est pas pansexuelle. Yeah. Je pense que c'est ça. Donc là, je vous donnerai la chance de peut-être écrire vos questions. Je vais souligner que je vais les garder anonymes. Donc, si vous voulez poser des questions qui vous tracassent depuis longtemps, puis que vous voulez en savoir plus, c'est la chance là, je pense. C'est pour nous. There you go. Yay. Oh, yay!
On a eu un commentaire pour nous dire que le logo franco-queer est super cool. C'est vrai. On est vraiment chanceux d'avoir sur notre équipe vraiment des personnes super, super artistiques qui nous fait plein de logos. Donc ça, c'en est un, puis on crée plein d'affaires avec ça. On va recevoir des t-shirts, on va recevoir on a des boutons, puis avec ce logo-là en particulier, on va faire des patchs. Attendez de voir nos t-shirts. Donc, c'est une autre raison de venir À la parade. Ils sont beaux. On a des collants. On pourrait peut-être faire des collants aussi. Oui, on va justement faire des collants. C'est notre prochaine étape. On va vous garder au courant à travers les médias sociaux. Notre page chez Facebook sur FJA. Oui. On peut partager des choses sur la page FJA par rapport au comité AAH. Donc, allez liker FJA. Là, on va dire, on a des stickers. Ouais. Puis là, on vous donne des updates de ce qu'on fait aussi. Fait, j'ai reçu la question, vous sentez-vous inclus et accepté dans la communauté francophone? Qu'est-ce que t'en penses? Oui et non. Je pense que c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui se construit et ça dépend. Quand je communique de personne à personne comme one-on-one, oui. Mais dans certains trucs qui se passent dans la communauté, donne l'impression que non. Donc, je pense qu'il reste encore du travail à faire, évidemment. Juste d'éducation. Honnêtement, puisque c'est quelque chose dont on n'a jamais parlé dans notre communauté, puis on a littéralement besoin de produire des documents en français, comme ça n'existait pas. Pour nous autres. Pour nous autres, c'est ça. Je pense que ça va juste être quelque chose qui va prendre du temps, puis ça va être de donner l'information, puis d'avoir l'information dans la communauté. Puis là, après, le travail va se faire un peu plus tout seul une fois que le monde est éduqué sur le sujet et une fois que les personnes se sentent confortables à vraiment poser des questions. Mais personnellement, avec mes relations personnelles, puis avec les personnes avec qui j'ai parlé, j'ai que reçu du support. Mais encore une fois, des fois, on entend quelques trucs dans la communauté, puis on sent qu'il y a certaines personnes qui ont un petit peu de résistance envers le sujet encore. Pour moi, je me dirais que dans ma communauté, si j'étais Émilie Duchesne régulière de tous les jours, je me sens extrêmement acceptée. Je fais beaucoup d'affaires, je connais beaucoup de gens, puis j'aime vraiment ça, mais aussitôt que la question d'identité ou orientation sexuelle est apparue, c'est là que j'ai vraiment ressenti de l'hésitation et j'ai ressenti une tension. Puis c'est pour ça qu'on s'est mis dans ce projet-là pour lancer à fond et parce que je voulais pas que ça soit comme ça. Aussitôt que ça a commencé à changer, je voulais vraiment amener mes gens puis les faire comprendre puis combiner les deux. Puis c'est vraiment, honnêtement, je me suis sentie super confortable une fois qu'on a créé le comité. Parce que les gens qui sont sur le comité sont extrêmement comme incroyables. Puis c'est des supports qu'on n'avait pas avant. Puis on veut vraiment on a comme créé un petit microcosme, je pense, magique, qui crée en sorte que nous autres, on va là, c'est comme notre AAH à nous autres. C'est comme, on va là, puis on parle, puis on essaie de, on prend de nouvelles idées pour inclure notre communauté francophone, notre communauté LGBTQ ensemble. Puis j'aimerais ça vraiment que ce microcosme-là agrandisse pour inclure toute la communauté, pour voir à quel point, tu sais, comme, on a besoin de faire du travail là-dedans. On le voit, on le sait, puis là, on fonce. Fait qu'on veut vraiment, c'est comme mon petit shout-out à notre comité, parce que je les aime énormément. Puis c'est des gens incroyables, puis c'est des gens qui vont vraiment changer notre communauté francophone, puis j'espère éventuellement que toutes les franco-queers vont se sentir acceptées dans notre communauté. Notre prochaine question. Pensez-vous que le sentiment de ne pas être à l'aise dans la communauté est vraiment différent que dans n'importe quelle autre petite communauté? Très, très bonne question. Moi, je pense que c'est pas différent. C'est le sentiment de, c'est comme, on se dit souvent une minorité dans une minorité. Puis
pas juste le cas pour l'orientation sexuelle. Tu sais, comme, il y a plein d'autres personnes qui sont une minorité dans une autre minorité. Puis je pense que on peut pas comprendre ça à moins qu'on c'est ça, on en fait l'expérience ou on fait de la recherche ou quoi que ce soit, on s'informe. C'est ça. Fait que moi, je pense vraiment que les défis sont pareils. Si on pense à comme la communauté immigrante dans la communauté francophone, c'est très similaire dans le fait que c'est une minorité dans une autre minorité. Donc, le sentiment petite communauté, pour moi, hein, est très semblable. Oui, puis je pense que la partie importante est justement la petite communauté. Parce que c'est ça, je pense, ce qui rend les choses plus difficiles. Parce qu'on est déjà une petite communauté francophone. Puis là, on rajoute en plus d'être une petite communauté à l'intérieur de cette petite communauté francophone. Puis comme on sait tous, c'est difficile d'être francophone en Alberta. Puis on a eu besoin de se battre en maudit pour se faire reconnaître, puis avoir nos droits, puis avoir notre éducation en français, puis ici, puis ça. Puis on se bat encore, comme c'est beaucoup de travail. Puis là, après, quand tu fais partie d'un groupe à l'intérieur de ça, où c'est des personnes qui sont tellement habituées à avoir besoin de se battre pour avoir n'importe quoi pour se faire reconnaître, puis que nous, comme je prends notre groupe par exemple, nous on arrive, on est comme, hey, nous aussi on est là, puis nous aussi on veut se faire reconnaître, puis nous aussi on veut parler de trucs. Ça rajoute un niveau de complexité qu'il n'y a pas quand tu es dans un groupe majoritaire. Comme dans la communauté anglophone, là, les GSA, ça fait des années qu'ils ont. C'est pas un problème. C'est vraiment, ça rajoute juste ce niveau de difficulté parce que on est déjà en train d'avoir de la misère. Puis là, ça rajoute comme une autre chose sur laquelle on doit travailler. Mais je pense que, comme disait Émilie, c'est pas mal un thème qui doit revenir, j'imagine, dans la plupart des petites communautés à l'intérieur d'une petite communauté. C'est de devoir travailler encore plus fort pour faire revaloir sa place, puis son droit de prendre sa place, puis son droit de s'exprimer, au lieu de se faire dire, ben regarde, on a déjà des problèmes parce qu'on essaye de se faire reconnaître en francophone, puis tu veux rajouter ça, comme, pour vraiment pousser encore plus, pour être comme, non, on est ici, puis on a le droit de faire reconnaître le fait qu'on est ici. Puis on aime ça un peu comparer les deux défis pour faire comprendre à ceux dans notre communauté à quel point c'est semblable. Le défi de linguistique que les francophones ont eu en Alberta ressemble beaucoup à notre défi. Tout le monde veut prendre sa place, tout le monde aimerait ça être reconnu. Donc, c'est d'une des façons qu'on aborde un peu le sujet pour être comme, oui, est-ce que vous vous rappelez du sentiment que vous avez eu quand que vous n'aviez pas vos écoles ou vous n'aviez pas le droit d'enseigner en français en Alberta? C'est un peu la même chose. Parce que nous autres, on a des élèves qui nous demandent « Oh, on aimerait savoir un GSA, mais non, on n'a pas le droit. » C'est vraiment le même parallèle. Donc, on aime vraiment beaucoup comparer les deux, surtout en tant que francophone, pour un peu établir le sentiment que c'est pas loin, là. C'est comme tout ce défi-là, tout le sentiment de faut se battre pour notre cause, c'est le même défi. Puis je pense qu'une fois que ça c'est un peu expliqué ou un peu compris, ça va être beaucoup plus facile pour nous de transmettre notre message et pour notre communauté de comprendre où est-ce qu'on s'en va avec ça. Parce qu'on a fait énormément de travail en tant que francophone. Puis on en est super fiers. Puis c'est vraiment juste une extension de ça. Puis un cheminement qu'on veut faire. Je pense qu'on est rendu au point où maintenant on peut juste inclure tous les francophones. Et non pas juste une certaine partie de la communauté francophone. Yeah. J'espère que ça a répondu à ta question. Sinon, continue à m'envoyer d'autres. On est là! Yeah. Si on n'a pas de questions. On n'a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Émilie et M? Non, je pense que c'était très clair. Tantôt, on a parlé! Ouais, on aime vraiment beaucoup parler. Comme sérieusement, vous n'avez pas remarqué. Sinon, je vais commencer à chanter et puis je pense pas que vous voulez ça. Merci. On est pas... non, une conférence à Montréal.
Montréal. On n'est pas encore allé. Oh, il y avait une question? Oui. Comment était la conférence Oh, Montréal? ben on peut peut-être dire qu'est-ce qu'on fait cet été. Où est-ce qu'on s'en va? Ah, c'est ça que tu voulais dire. Ok, oui, vas-y. Excuse, oui, c'est bon. J'ai la clarification, là. Je comprends maintenant. Donc, notre comité consultatif a eu la grande chance de pouvoir recevoir une bourse pour aller à la conférence nationale et internationale sur les droits des enjeux de la communauté LGBTQ. Donc, on est 5 de notre comité qui va? Oui. Ouais. Je pense que oui. On est 5 qui s'en vont à Montréal cet été pour un peu représenter l'Alberta et apprendre plus sur le sujet pour qu'on puisse revenir avec plein d'informations puis continuer le beau travail qu'on fait ici. On est super excités de pouvoir y aller cet été. Oui, ça va être une bonne chance pour nous aussi de parler de notre projet dans la belle province québécoise où c'est plein de francophones. Yeah. Puis ça va pouvoir nous donner des ressources pour notre petite communauté francophone ici. Puis on va pouvoir faire plein de networking. Comme j'ai vraiment hâte de discuter avec les personnes, voir comment que les choses sont au Québec et dans le reste du Canada, parce que ça peut nous donner plus une perspective comme légitime, I guess, de à quoi on peut s'attendre, puis les genres de timeline à quoi on peut s'attendre, puis les étapes qu'on doit suivre pour se rendre à une place où on est vraiment accepté en tant que notre communauté. Yeah. Oui. Merci pour la question. Oui. Super. D'autres questions? Oh. Est-ce que c'est plus facile de faire passer votre message dans le grand Edmonton ou plutôt le grand Calgary? Oh. On n'est pas encore allé à Calgary. Mais... non, on était allé à Calgary. Oui, on a fait un stage. Oui, non, jamais. Je pense que les deux se ressemblent énormément. Point de vue faire passer notre message. Je sais que nous autres, on s'apprête à aller dans plusieurs écoles l'année prochaine à Calgary. Donc, on est un peu curieux de voir comment que ça va se passer, puis les différences entre les deux villes. Les deux villes. Ouais. Puis, mais à date, de ce qu'on a vu, des présentations qu'on a faites, je vois pas vraiment de différence, que ce soit plus facile ou plus difficile. Ça dépend vraiment des gens qu'on rencontre. J'ai rencontré quelques profs de Calgary, puis les enjeux sont très semblables et on a vraiment l'intention d'y aller, puis de spread notre franco-queer goodness. Je pense que là où vient vraiment la différence, c'est moins entre Edmonton et Calgary et plus entre ces grosses villes-là puis les coins qui sont plus loin ou les communautés plus rurales. Je pense que c'est là qu'on voit vraiment la différence entre comment facile c'est de passer le message. Parce que ces communautés-là sont encore plus petites et il y a encore moins de francophones et ils n'ont peut-être même pas de communauté LGBTQ point. Comme du tout. Ici, au moins à Edmonton puis à Calgary aussi, on a une communauté LGBTQ à l'extérieur de la francophonie, mais si on va dans des coins un peu plus éloignés en Alberta, il n'y en a peut-être pas. Fait que là, ça devient définitivement plus difficile parfois de faire passer le message ou d'offrir les ressources spécifiquement pour ces personnes les ressources qui vont les aider le plus. Parce que nous, on est dans les grosses villes, on ne se rend pas tout le temps compte. On a beaucoup de support, mais je pense que c'est plutôt ça entre les grosses villes et les plus petits coins, plus qu'entre Edmonton et Calgary. Ce qui est intéressant, c'est que récemment, il y a une plus grande ouverture, ce qui est super excitant pour nous autres. Puis quand on nous donne cette ouverture-là, c'est là où on peut rentrer puis faire tout le bon travail qu'on veut faire dans les écoles et dans les communautés. Yeah. Je pense que c'est tout. Cool. Je vais lire le mot de la fin. Si vous avez d'autres questions, juste écrivez-le vraiment vite. On va les répondre. Puis on va les répondre. Mais je voulais juste dire de la part de FGA et de notre
Nous voulions vous remercier pour l'opportunité de passer cette dernière heure avec vous et pour toutes vos questions fantastiques. Honnêtement, il y avait des vraiment bonnes questions. Puis, puis si jamais vous avez besoin de ressources ou vous voulez des sessions de la part du comité, vous pouvez contacter FJA et on a une agente super incroyable, Natacha, qui va vous diriger, puis on va venir vous voir. Fait que, puis c'est la même chose avec vos questions. Je veux dire, on est tout le temps ouvert, puis on est là pour ça. Si c'est des questions qui viennent plus tard, ben envoyez-nous un petit courriel, puis on va vous répondre. Venez nous voir, demandez-nous de venir faire des présentations, etc. On a la chance d'avoir beaucoup de différentes personnes dans notre comité qui s'identifient dans beaucoup de différentes choses. Fait qu'on a une grande variété d'expériences, de ressources. Fait qu'on peut parler à n'importe qui. Yeah. On est gentils. On est gentils. Cool. Ben, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Super. Merci à vous. Merci à Émilie Duchesne et M. Lamache. J'ai eu tendance cette fois-ci, M. De FJA. Et merci à tous d'avoir participé. Comme Émilie et M ont mentionné, merci pour vos questions. Donc, on va maintenant mettre fin à cette webinaire. Merci encore une fois et je vous souhaite un excellent après-midi.